Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Karl Fontenot. Je travaille pour un partenaire Microsoft et PTC qui s'appelle Nine Altitude. Alors, on est spécialiste de l'implémentation de RP et d'outils de PLM dans le monde de l'industrie, essentiellement. Jean-Jacques. Et pour ma part, je suis Jean-Jacques Galliano et je travaille chez PTC. Nous sommes éditeurs de logiciels dans le cycle de développement produits manufacturés. Et ce en quoi aujourd'hui nous allons évoquer quelle stratégie mettre en place en termes d'IA pour accompagner le cycle de vie du produit manufacturé. Merci Jean-Jacques. Et on va voir justement l'importance de la gestion des données pour pouvoir avancer en fait avec l'IA derrière. Je ne sais pas si on peut passer. Vous avez vu nos têtes, je pense qu'on peut avancer. Alors, on a un premier slide en fait qui juste reprend les points d'attention que l'on a actuellement, c'est-à-dire que toutes les entreprises industrielles sont face à des choix en fait technologiques. Donc, il y a énormément de logiciels qui arrivent sur le marché. Donc, on se pose tous la question et toutes quels sont les bons logiciels et à quel endroit les mettre. Ensuite, il y a effectivement un autre point et malheureusement, on en parle encore, c'est avec le détroit d'Ormuz, c'est un besoin d'avoir une chaîne de logistique dynamique s'il y a le moindre problème qui puisse arriver. L'autre point, effectivement, c'est les pressions géopolitiques, c'est un peu similaire. Et puis l'autre point qui est important, c'est que de plus en plus de clients souhaitent avoir des nouveaux produits et assez rapidement. Donc il y a une nécessité d'accélérer la mise en place des nouveaux produits et la production de ceux-ci. Et bien entendu, l'autre point qui est indissociable de cela, c'est que la rentabilité est nécessaire et de plus en plus aussi, on demande que les coûts soient contraints. Et puis bien entendu, en fait, ça ne va pas sans la qualité et la conformité. Alors ce que l'on voit effectivement dans toutes les promesses, et nous-mêmes en fait on en parle de l'IA systématiquement, c'est que l'IA va être omniprésente et elle doit nous aider pour accompagner en fait ces changements. Mais ce qui est intéressant de voir après derrière, c'est est-ce qu'on aborde en fait ces projets IA correctement. Et donc justement, Jean-Jacques, on va en parler tout de suite. Juste un point, avant de parler de la promesse, en termes d'IA, on sait que l'IA, il y a une promesse qui est connue, c'est-à-dire qu'on va réduire les tâches répétitives, tout d'abord, puisqu'on va pouvoir automatiser certains process de développement produit, on va pouvoir systématiser. On va également, à travers l'IA, à travers cette promesse de l'IA, permettre de faciliter l'innovation, puisqu'en éliminant les tâches répétitives, eh bien, on va aider au processus d'innovation pour libérer du temps aux ingénieurs et aux concepteurs dans le cadre du développement produit. Et donc, cette promesse de l'IA, elle est connue, elle est maîtrisée. Maintenant, et c'est l'objet de cette cote, nous avons des études, une étude du MIT Labs sur les affaires industrielles qui démontre que 95% des projets pilotes sur l'IA n'arrivent pas en production. Et 95% des projets pilotes sur l'IA n'arrivent pas en production pour 4 raisons majeures, qui sont tout d'abord le fait que l'IA est générique, hein, Karl? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que globalement, nous, on est partenaire Microsoft. C'est vrai qu'on nous pousse en fait à utiliser l'IA. On a même aussi en fait des incentives. Donc, on nous pousse vraiment en fait d'un point de vue vente en fait là-dessus. Mais on leur dit, ok, bien, mais pas dans n'importe quelles conditions et pas pour n'importe quoi non plus. Donc, le fait d'IA générique, c'est en effet le fait d'accéder en entreprise à des données qui viennent d'Internet et non pas des données qui sont associées à vos produits. Donc ça, c'est une des premières raisons. La deuxième raison, ce sont qu'en entreprise, vous avez des processus de travail internes qui sont propres à votre produit.
De fait, lorsque dans l'IA, on accède qu'à des flux de travail standards externes, ben ça, c'est la deuxième raison majeure pour laquelle ces projets échouent. La troisième raison, et c'est une raison dont on va parler juste après, c'est la notion de données. La notion de données pauvres ou erronées. Et on va voir qu'est-ce qu'on met derrière ce terme, données pauvres ou erronées. Et enfin, de fait, la conclusion, c'est la conséquence, c'est que les projets n'arrivent pas en industrialisation. C'est-à-dire qu'effectivement, on va travailler en fait sur des projets, on va faire des tests, comme on dit en anglais, des proof of concept, c'est-à-dire qu'on va valider que le concept fonctionne. Et souvent, on ne va pas plus loin, et c'est une vraie problématique, parce que c'est du temps passé sur des sujets qui ne vont pas aboutir et qui ne vont pas donner satisfaction. Alors, on utilise l'IA en fait journalièrement, en fait personnellement. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est pouvoir en fait l'utiliser de manière intelligente sur les flux de l'entreprise. Et comme vient de l'évoquer Jean-Jacques, ce qui est important, c'est d'avoir en fait une donnée qui soit structurée correctement. Et on va en parler justement maintenant. Alors, la donnée, ça va être effectivement, on le voit un peu de partout, hein, d'ailleurs dans tous les séminaires, on parle de la donnée produit. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi cette donnée produit, elle a besoin d'être structurée pour être exploitable par l'IA. Elle a besoin d'être structurée pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, il faut comprendre que l'IA ne peut pas interpréter en direct des données qui sont brutes. Et donc, la majorité des données que vous avez en entreprise, ce sont des données, si elles sont hébergées sur des serveurs, ça va être des données brutes, ça va être des PDF, des fichiers Word, des données qui vont être silotées aussi sur des serveurs différents. Donc l'intérêt, ça va être de dire en termes de stratégie, si on veut avoir une stratégie IA effective, ça va être de structurer la donnée. Donc structurer la donnée, ça va se faire en 4 étapes. Donc je pars de la donnée brute, première étape. Ensuite, je mets en place une sémantique sur la donnée. Donc là, on le voit, on va colorier en fait la donnée, hein, on va lui mettre une couleur, ça veut dire quoi, une teinte. Ça veut dire qu'on va lui mettre derrière quel est mon historique, on va lui mettre un statut, on va lui mettre une version, on va lui mettre on va la colorer. Ensuite, une fois que ma donnée elle a été colorée avec ces informations contextuelles, je vais ensuite pouvoir relier mes données colorées entre elles. C'est ce qu'on appelle l'ontologie. Donc l'ontologie, c'est à travers les graphes de connaissances, comment je vais relier mes données pour leur donner du sens et du lien. Donc typiquement, ça va être, si j'ai un fichier 3D CAO, eh bien c'est qu'est-ce que je rattache à mon fichier 3D CAO? Est-ce que je vais rattacher une fiche qualité Word, par exemple? Est-ce que je vais rattacher à une exigence, on appelle un requirement, une exigence de technique? Est-ce que je rajoute par exemple mon fichier de testing qui correspond à mon exigence? C'est tous ces ajouts-là et ces liens qu'on va réaliser. Ça, ce qu'on appelle l'ontologie, c'est l'organisation des données. Et enfin, une fois que mes données elles sont organisées, eh bien, je vais mettre en place aussi, pour une stratégie IA, un quatrième principe qui est hyper fondamental ici, c'est la notion de sécurité des données, c'est la notion de gouvernance. Donc la gouvernance, ça veut dire que je décide à qui je donne accès à ma donnée, quel système a accès à la donnée, quel droit j'ai sur la donnée, et donc je vais pouvoir la sécuriser et en même temps du coup sécuriser aussi quand j'utilise l'IA l'accès à ma donnée en regard de l'ensemble de mon écosystème. Donc ce principe fondateur de la donnée produit, c'est la base du système. Et Karl va vous parler de la suite. En fait, une fois qu'on a structuré nos données dans les différents systèmes de l'entreprise, eh bien, qu'est-ce qu'on va mettre en place derrière? Alors, ce qui est important là, en fait, de voir, c'est ce qu'on appelle, nous, le fil rouge. Étant donné qu'on est partenaire sur plusieurs produits en lien, en fait, avec l'accès à nos clients industriels, on revoit, en fait, tous les cycles pour s'assurer en fait qu'il n'y a pas d'interruption en fait dans les cycles et qu'on s'assure que on peut avoir des clients qui choisissent d'autres produits que ceux que nous vendons. Ça, c'est pas un souci. Mais ce qu'on veut s'assurer, c'est que tout ce cycle-là fasse sens et que derrière, en fait, les données qui vont être produites ne sont pas différentes
d'un endroit à un autre. Et donc ça, c'est un vrai gros travail que l'on fait avec nos clients, c'est de s'assurer que tout fonctionne correctement. Alors souvent, ça amène aussi des choses un peu cocasses en fait dans les réunions parce qu'on s'aperçoit qu'eux-mêmes en interne, ils ne se parlent pas entre eux. Et en fait, ça nécessite que les gens se parlent entre eux aussi, entre les différents services. Parce que pour pouvoir en fait obtenir ce résultat-là, il faut s'assurer que les gens se parlent entre eux pour pouvoir derrière, après, mettre en place le logiciel. C'est vrai qu'en introduction, je n'ai pas ajouté ce point-là, mais moi, alors oui, le logiciel, ça m'intéresse, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment vous allez vous organiser pour le logiciel. Parce que le logiciel pour le logiciel, ça ne va pas nous apporter de la valeur. Et donc, c'est vrai qu'il y a trois points en fait, que je vois qui sont vraiment importantes. C'est s'assurer que la donnée est bien propagée en fait, entre les différents flux. L'autre point également qui est important pour moi, c'est qu'on ne va pas avoir en fait, des problématiques entre les services. Parce que souvent, alors, j'étais comptable quand j'ai débuté ma carrière. Donc, le point, en fait, c'est que la finance va être le réceptacle de tous les résultats. Et souvent, en fait, on leur dit, bah oui, mais les chiffres que tu me donnes, ils ne sont pas bons. Oui, mais est-ce que tu as discuté avec les autres, en fait, qui t'ont donné les chiffres, notamment les achats ou la supply? Donc, tout ça, en fait, vraiment, c'est interagir les uns avec les autres pour s'assurer qu'il n'y a pas d'interruption dans les flux. Donc, en un, je vais, comme l'a expliqué, en fait, Jean-Jacques, structurer mes données. Mais une fois qu'elles sont structurées, alors ça, à la limite, ça peut se faire dans un service, même si c'est mieux si chacun se parle. Mais déjà, chaque service va faire ce travail-là et après, ils vont se réunir pour pouvoir faire cette intégration et ce lien et ce lien entre les différents produits. Alors là, je parle un peu plus de la plateforme de Microsoft. On parle là aussi un peu de cette vision un peu plus large avec Jean-Jacques sur la partie produit. Mais ce que vous voyez là, en fait, c'est la vision de l'éditeur Microsoft, où en fait on va avoir une importance. Alors, je parlais du fil rouge dans l'entreprise, mais ce qui est important, c'est d'avoir en fait la capacité d'avoir ce fil rouge également au sein des produits que vous allez déployer. Alors, forcément, je prêche pour ma paroisse, donc je pousse en fait les outils que je propose, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez en fait avoir un logiciel Microsoft sur une partie et un autre logiciel sur une autre partie. Mais l'importance qu'il faut garder en tête, c'est que ce potentiel-là, effectivement, si vous êtes sur un éditeur qui interagit déjà entre les différents produits, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Ce que je pense aussi, c'est que au-delà effectivement de la capacité, c'est où j'ai des gains de temps pour pouvoir faire les choses. Et donc, c'est vrai que si je regarde ici en fait, le mode de fonctionnement, sur tous les flux importants que vous voyez au-dessus, donc la finance, la supply, la partie field services, donc ça, c'est les agents de terrain qui vont mettre en place en fait, les solutions de l'entreprise, la partie ressources humaines et aussi la partie projet, et bien, on va avoir un fil et surtout des données qui sont similaires avec une plateforme commune. Et ça fait gagner du temps sur l'ensemble des processus que vous mettez en place dans votre entreprise. Donc là, à travers cette diapositive, on vous résume en fait ce qui vient d'être édicté ici comme principe. Et en fait, on va retrouver ici donc, les principes fondamentaux, à savoir la fondation de données fiables, donc qu'on a évoqué avec la structuration des données. Je vous rappelle dans les 4 étapes, pour à la fin avoir une donnée qui est lisible par l'IA. Et donc cette fondation de données fiables, on s'aperçoit qu'ici, elle doit être réalisée dans tous les systèmes de l'entreprise. Donc que ça soit la partie ALM, gestion des exigences, que ça soit la partie CAO. La partie CAO, c'est la partie création des données 3D. Que ça soit la partie PLM, quand je gère le cycle de vie de mon produit. La partie ERP, où on va gérer toute la partie finance, achat, opérationnel. Ensuite, on va rentrer dans le MES pour gérer mes indicateurs de production. Je vais partir dans la partie CPQ pour gérer toutes les cotes commerciales. La partie CRM pour gérer ma relation client. Et ensuite, la partie SLM, où je vais avoir mes agents de maintenance et je vais gérer mon système de maintenance. Donc, à partir du moment où j'ai une fondation de données fiable sur l'ensemble de ces systèmes indépendamment. Le fil rouge numérique dont on parlait tout à l'heure va permettre d'assurer la fluidité
du produit entre les différents services que je viens de nommer. Une fois que j'ai assuré ma fluidité entre les différents services que je viens de nommer, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir rajouter cette couche d'IA dont on parlait tout à l'heure avec la plateforme que Karl a évoquée. Et on va pouvoir à ce moment-là rajouter de fait des agents IA, parce qu'on parle d'agentique IA, qui vont aller dans chaque partie du cycle de vie, venir aider son interlocuteur, que ce soit un ingénieur, un opérateur, pour améliorer en fait son travail de tous les jours. Donc travailler de manière plus fluide, plus intelligente. Quand je dis plus intelligente, ce n'est pas du tout péjoratif, mais c'est pour lui éviter des tâches répétitives et faire qu'il consacre son énergie à des tâches plus créatives. Et également faciliter donc du coup le cycle, le produit au final, la finalité, c'est le produit que vous créez. Hein, donc dans le produit que vous créez, je vais vous donner de fait quelques exemples d'agents qui sont déjà en place et qui peuvent être mis en place au niveau des produits créés. Un premier agent typiquement au niveau du cycle de vie dans la partie exigence, donc j'appelle ALM, c'est imaginez une voiture avec des millions d'exigences, hein, parce que c'est le cas lorsque vous avez une voiture, il y a des millions d'exigences techniques qui sont et fonctionnelles. Donc l'IA va permettre ici d'optimiser en fait l'ensemble de mes exigences pour dire est-ce que j'en ai qui sont redondantes, est-ce que j'en ai qui viennent en collision l'une entre elles, est-ce que dans mon plan de testing qui est associé à mes exigences, mon plan de test, est-ce que il me manque pas, j'ai des trous dans la raquette parce que j'ai pas pris en compte dans le testing de mes exigences telle exigence, voilà, par exemple, est-ce que j'ai un feu radar, est-ce que je l'ai bien testé sur ma voiture. Ça peut être, c'est un premier exemple au niveau de la partie ALM. Au niveau de la partie derrière CAO, on va pouvoir, avec l'intelligence artificielle, amener par exemple des algorithmes génétiques. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la conception générative, qui va permettre en fait de créer des nouvelles formes de modèles qui demandent beaucoup moins de matière, beaucoup plus légers, et donc qui vont contribuer aussi à la durabilité, parce que c'est ça aussi, l'IA, ça va permettre de contribuer à la durabilité et à tout ce qui est cycle de vie, économie circulaire. Je vais pouvoir également, avec l'IA, lorsque je vais être dans mes systèmes de gestion de vie produit, voir si j'ai des doublons, par exemple, sur des vis. Je vais pouvoir éliminer ces références qui sont en doublon dans mon système et faire que ces références, elles puissent être éliminées. Puisque vous savez qu'une référence, il est connu que ça peut coûter jusqu'à 6 000 € à une entreprise par an, le fait de gérer une référence. Et enfin, on a toute la seconde partie, et Karl, tu vas dire plus d'exemples, donner plus d'exemples sur la partie... Oui, j'ai donné plus d'exemples, puis je vais revenir aussi sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, sur la nécessité d'avoir ce fil numérique qui soit bien fait et qui fonctionne bien ensemble. On parle d'intelligence artificielle, mais il y a quand même l'humain aussi qui est important dans tout cela. Et donc, quand j'évoquais tout à l'heure la capacité de Nine en fait, à gérer en fait, ce fil numérique sur quasiment toute la partie de ce fil, mais ça ne veut pas dire que quelquefois, on se retrouve avec d'autres partenaires. Et c'est là aussi la nécessité que vous, en tant que client ou partenaire, je ne sais pas d'où vous venez, de quel horizon, mais c'est important que les partenaires travaillent bien ensemble. C'est-à-dire que dans cette évolution-là, si les gens, en fait, moi, je fais le PLM, moi, je fais l'ERP, moi, je fais le CRM. Non, on travaille tous ensemble. Parce que si on ne travaille pas tous ensemble, les données ne vont pas être cohérentes et on ne va pas pouvoir justement apporter de l'intelligence à ces données. Et ça, c'est vraiment clé. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, en fait, à faire des choses. Alors, c'est peut-être un vœu pieux, mais on sait pertinemment que sur des projets IA qui fonctionnent bien, c'est souvent ce qui est en place au sein du client. Pour pouvoir en fait s'assurer que ça fonctionne correctement. Alors sur les points qu'évoquait, tu l'évoquais en fait des exemples sur la partie plutôt produit, sur la partie un peu plus générique et la partie ERP, si vous avez le temps, vous pourrez revenir sur notre stand tout à l'heure pour voir ce qu'il en est, mais on a notamment un agent en fait sur les stocks dormants.
qui est fort intéressant parce que ça va souvent, en fait, la grosse problématique en entreprise, c'est les coûts de ces stocks dormants. Et donc là, l'intelligence artificielle, sur la base des données qu'elle a à sa disposition, va pouvoir vous donner des actions. Alors toujours pareil, l'intelligence artificielle vous propose des choses. Je pense que là, on n'en est pas encore à lui demander de faire. On peut le faire, mais généralement, nous, on est plutôt sur une première phase en disant, bon, regardez en fait ce qu'elle vous propose et essayez d'avancer avec cela. Donc ça, c'est vraiment un point important. Ce qu'on va voir également, en fait, c'est que concrètement, entre Microsoft et PTC et chez Niney, on a travaillé sur cette intégration déjà depuis des années, même avant que l'IA arrive. Et je pense que ça, c'est aussi un point que vous devez tous retenir, c'est-à-dire que l'IA, en fait, amène un service complémentaire si tant est que tout a été mis en place en amont, d'accord ? Et parce qu'autrement, l'aval ne va pas être bon. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et c'est ce sur quoi, en fait, on travaille avec nos clients pour s'assurer que les données soient cohérentes. Alors, on va passer, en fait, à une vidéo, en fait, assez courte, qui va vous montrer concrètement comment ça se passe, en fait, du flux de la gestion des produits jusque de l'intégration, en fait, dans l'ERP, donc de l'outil PTC jusqu'à l'ERP Microsoft. Ouais, comment une gestion des modifications, on demande une modification sur une pièce en bureau d'études, comment cette modification elle va être répercutée sur l'ensemble du cycle de vie et facilitée justement par l'IA dans l'ensemble du process. Donc là, comme vous le voyez, en fait, la première étape, c'est dans Teams, où on va lancer en fait une demande concrète en fait de changement. Et lui, en fait, le change request arrive ici sur l'outil. Alors ça va assez vite, hein. Et ensuite, vous voyez la pièce, en fait, quelle est la pièce qui doit être modifiée. On va faire les modifications, on va indiquer les modifications qui ont été proposées en fait sur ça. Là, en fait, on a un workflow qui se lance pour pouvoir en fait lancer les modifications avec un certain nombre d'informations, notamment les justifications de ces changements. Et derrière, en fait, une fois que cela a été fait, vous voyez que l'IA vous a donné des propositions. Et là, vous allez pouvoir vérifier ce qu'elle dit et dire oui, ok, je suis d'accord sur ce qu'elle m'a proposé, je peux aller de l'avant. Là, on donne un petit peu plus de détails sur les modifications qui sont proposées. Vous voyez que tout à l'heure, on voyait l'exception. Donc là, on va plus loin. Alors maintenant, envoie-moi en fait un devis via l'ERP pour pouvoir avancer. Il a reçu le devis, on revérifie. Donc là, vous voyez, notre mode de fonctionnement, c'est ce que je l'expliquais tout à l'heure. On a des propositions, on les valide ou on ne les valide pas. Ça, c'est vraiment un point clé pour nous. C'est-à-dire que, alors peut-être qu'un jour, on laissera l'IA faire avec toute confiance, mais pour l'instant, on est plutôt sur des étapes de vérification pour s'assurer que le fonctionnement est cohérent. Et donc là, vous voyez que vous avez l'intégration. Alors là, on va dans le détail de ce qui se passe. Normalement, c'est en back-office, en fait, tous ces éléments-là. Et donc là, ça vous permet de voir, en fait, tous les éléments. Et on peut voir directement maintenant le changement qui a été fait dans l'ERP, qui a été mis à jour, en fait, pour cette pièce et cette évolution, en fait, du produit. Donc on a fait d'abord en amont, en fait, une discussion sur Teams en intégrant un workflow avec de l'IA pour lui demander d'aller chercher les éléments. Il va chercher les éléments aussi bien sur les fournisseurs pour pouvoir voir un petit peu de quoi on parle, quel est l'impact en coût et quel est l'impact aussi en fait au niveau de la pièce. Et après derrière, on va faire l'intégration directe en fait dans le RP pour que la supply en fait ait vraiment en fait les changements nécessaires à mettre en place. Et là, il y a une donnée importante, bien entendu, c'est la continuité numérique de la donnée, puisque ici, c'est aussi un principe fondamental en regard de tout ce qu'on a dit précédemment. Voilà. Donc, alors, on va laisser un peu de temps pour les questions si vous en avez, mais ce qui est important à retenir, en tout cas, nous, c'est notre manière de voir l'IA. C'est vrai on peut avoir en fait d'autres prestataires qui sont vraiment qui poussent à l'utilisation, mais nous, on prend un petit peu plus de recul.
pourquoi vous voulez l'utiliser d'abord, d'accord? Est-ce que vos données sont prêtes? Est-ce que l'ensemble des outils en fait, qui interagissent les uns avec les autres sont prêts à cela? Une fois que tout ça en fait, est cadré, on va pouvoir avancer et vous proposer un plan sur l'IA, aussi bien sur de l'IA plutôt en communication pour vous faire des propositions, soit en fait, comme je l'évoquais tout à l'heure sur les agents sur le stock dormant, des agents qui sont un peu plus avancés, qui vont prendre des décisions sur des principes en fait, que vous leur avez proposés pour pouvoir avancer. Ou en deuxième intention, des agents qui sont directement imbriqués dans les solutions. Donc ça, il y a différentes possibilités, hein. Soit directement avoir la facilitation dans chaque brique du parcours produit, soit, comme disait Karl, créer une agentique d'IA qui va venir se connecter aux différentes solutions via des protocoles qu'on appelle des protocoles MCP et qui vont permettre en fait, de venir agir dans les différentes briques et d'avoir un échange avec les différentes briques. Si vous devez retenir trois points importants en fait, qu'on a évoqués ici, c'est que la valeur pour l'IA en fait, va pas être dans un seul produit. Il faut vraiment en fait, voir le flux complet de votre entreprise et quels sont les outils que vous utilisez en fait, dans votre entreprise. Une fois que cela est fait, que votre parcours industriel, ce que nous on appelle fil rouge numérique, vous pouvez l'appeler votre parcours industriel, vous l'appelez comme vous le souhaitez, et que vous comprenez quels sont les composants que vous utilisez en interne, déjà vous avez un gros pas qui est en avancement. Alors après, il y a le pas qu'évoquait Jean-Jacques sur les données, mais déjà, il faut déjà identifier tous les outils que vous utilisez sur votre parcours. Et puis, ça fait le lien avec le deuxième point, à créer de la performance qu'à partir du moment où vous avez en fait les contextes qui sont reliés. Si les contextes ne sont pas reliés, vous allez avoir un bout de réponse à un moment donné, mais pas l'ensemble de la réponse. Et surtout, vous allez pouvoir vous donner un chemin de réponse qui ne sera pas forcément pertinent parce que vous n'aurez pas vu en fait, ce qui se passe en amont ou en aval. Et puis enfin, je pense qu'on a passé pas mal de temps sur la partie données. C'est rigolo parce que juste avant qu'on vienne, il y avait une jeune fille qui est en formation là, de data scientist et puis qui était un peu inquiète par rapport à son rôle. Je dis, mais ne sois pas inquiète, en fait. Justement, toi, tu as beaucoup de boulot parce que je pense qu'il y a énormément d'entreprises qui n'ont pas encore bien travaillé leurs données. Et tout ça, en fait, bien entendu, derrière, il faut qu'elle évolue sur l'IA, mais il y a nécessité, en fait, qu'il y ait un travail en commun sur ces deux parties-là pour s'assurer, en fait, un bon fonctionnement de l'IA, en fait, sur le long terme. Et la dimension humaine dont tu parlais, Karl, et qui sera le mot de la fin, parce que cette dimension humaine, au final, eh bien, elle est critique. Et actuellement, c'est vraiment ce qui fait l'essence de l'industrie et l'essence de tout un chacun. Ça, c'est vraiment en fait un point clé. Alors, je ne sais pas si vous, peut-être certains d'entre vous ont des expériences avec l'IA et qui veulent le partager, pour voir un petit peu comment vous approchez ce sujet-là dans vos entreprises respectives, si jamais. Non ? Quelle est votre réflexion par rapport notamment au cycle de vie produit, au parcours industriel dont on a parlé? Est-ce qu'il y a des réflexions dans certaines briques aujourd'hui? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont en place, en pilote, en format industriel? Et quelles sont les réflexions qui sont menées à terme? Est-ce que vous avez aussi potentiellement des équipes IA dédiées ou alors des experts IA dans chaque métier? Parce qu'il y a deux types d'organisations possibles. Il y a une organisation matricielle qui peut être de dire j'introduis un expert IA dans la partie fabrication, un expert IA en bureau d'études, etc. Et du coup, et après, je fais qu'ils se parlent entre eux. Et ça, par expérience, c'est la meilleure approche, plutôt que d'avoir une équipe d'experts IA unique sortie du système et qui va se parler entre elles et qui va parfois aller voir les métiers. Ça, c'est moins efficace de manière générale. Mais est-ce que voilà, on voudrait savoir de ce que vous avez en fait comme expérience sur ce sujet-là. Donc alors, si vous n'avez pas, juste pour rebondir sur ton point et peut-être qu'on... Allez-y, monsieur.
Merci, je n'ai pas d'expérience à partager, j'ai exercé une profession libérale, donc pas Ouais. directement concerné, mais j'ai une question à vous poser sur les MCP. C'est les MCP qui vous appartiennent ou c'est ceux de vos fournisseurs, ou bien vous avez des bibliothèques de MCP qui sont mis à disposition par des prestataires extérieurs? Alors les MCP, si on parle de la partie Microsoft, et c'est similaire en fait avec PTC, c'est eux qui fournissent en fait le MCP. Après, ce qui est important effectivement, et forcément par rapport à votre métier, c'est clé. On a parlé de données, on a parlé de partager, mais il faut parler de sécurité aussi. Et donc, c'est vrai que ça, c'est un point important. Donc, il y a des outils. Je vais parler d'un que je connais, qui est Microsoft Purview, en fait, qu'on aussi on fait à nos clients, d'avoir en fait une stratégie de sécurité. Le grosse problématique que l'on voit en entreprise, c'est que justement, comme tout le monde veut faire de l'IA, tout le monde utilise son IA à lui. Tout le monde en fait envoie des informations de l'entreprise un peu partout. Et notre point aussi quand on fait les implémentations, c'est de s'assurer en fait. Alors ça peut être frustrant pour certains parce qu'ils se disent moi j'avais mon modèle qui marchait bien et maintenant vous mettez un modèle qui est un peu plus structurant et qui me limite. Mais malheureusement c'est la nécessité. Donc il y a les outils en fait justement de contrôle qui vont contrôler en fait qui utilise quoi, d'accord, qui a droit à quoi et quelle information je peux partager. Et donc, il y a un certain nombre d'informations. Je vais prendre le cas, nous, en entreprise, parce que nous, forcément, en fait, en tant que partenaire, forcément, on travaille aussi sur nos dossiers. Nous, en fait, on a fait le choix d'une seule et unique IA. Si on utilise d'autres, ça peut être que pour des sujets personnels, mais non professionnels. Si ça peut se voir, en fait, on le voit assez aisément parce que sur nos ordinateurs, il y a un contrôle et donc il y a des alertes en fait si on voit qu'il y a des utilisations autres que sur le modèle. Donc ça, c'est vrai que c'est un point important. Merci de l'avoir précisé. On en a parlé peut-être un peu brièvement, mais c'est un point important. Oui, bonjour à tout le monde. J'ai une question. Donc, moi, j'ai pas d'expérience en IA, mais je m'y intéresse surtout par rapport à la confidentialité des données. Donc, votre système utilise déjà un cloud. Le stockage de données, il se fait où exactement en fait? Alors, le stockage de données se fait en fait sur le serveur qui a été choisi au moment du déploiement de la solution. Donc, quand on déploie une solution Microsoft ou PTC, on choisit le serveur. Donc, on est soit sur des serveurs européens, soit des serveurs américains, soit d'autres pays. D'accord? Donc, ça, c'est un premier choix. Et après, on peut apporter des sécurités complémentaires. C'est-à-dire que selon la typologie de société pour laquelle vous travaillez, Microsoft, en fait, il y a des clés de cryptage qui sont génériques, mais vous pouvez en fait mettre en place une clé de cryptage interne, ce qui nécessite quand même d'avoir un coffre-fort interne numérique que vous maîtrisez vous. C'est-à-dire que c'est à vous de gérer cette clé numérique. Donc c'est un point important, mais c'est un point nécessaire. J'ai eu un client en fait il y a quelques années de cela, quand c'était encore balbutiant en fait cette partie-là, mais c'était pas de l'IA, c'était le cloud, hein, mais de toute façon tout est lié. Et justement, il ne voulait pas basculer dans le cloud tant qu'il n'avait pas accès à cette clé numérique. Donc c'était l'un des premiers clients. Il s'avère que c'est un client en Suisse et c'est les assureurs suisses. Donc les assureurs suisses ont obtenu de Microsoft cette possibilité-là et maintenant ils utilisent en fait le cloud Microsoft parce qu'ils ont obtenu cette sécurité-là. Autrement, ils ne seraient pas basculés. Voilà. Donc clairement, en fait, j'aurai ma base de données qui est sécurisée. Oui. Et en fait, l'interface maintenant avec l'IA, parce que l'IA, elle va aller chercher des données un peu sur le net. Comment Alors, elle va croiser? Quand vous choisissez, en fait, vous pouvez aller chercher soit vos données en interne, soit sur le web. On peut carrément en fait couper l'accès web. Alors ça vous met des contraintes parce que vous n'obtenez pas des informations autres, mais charge à vous en fait d'obtenir de vos fournisseurs, par exemple, en fait toutes les documentations nécessaires et vous la faites manger en fait à votre IA en fait interne pour pouvoir après derrière avoir les éléments concrets dont vous avez besoin. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et en effet, la notion de souveraineté des données, c'est un domaine qui importe beaucoup les éditeurs de logiciels. Hein. C'est un domaine clé aujourd'hui, la souveraineté, notamment dans l'aérospace et défense. Hein. C'est clairement... Ouais. Bonjour tout le monde.
Vous avez dit une IA qui communique avec une autre. Ça se passe comment, s'il vous plaît? J'ai pas bien entendu. Une IA qui communique avec une autre IA, ça se passe comment? Ça peut être rigolo des fois. Non, généralement, en fait, quand on met en place ça, on en choisit une. D'accord? On ne va pas en fait communiquer. On peut avoir plusieurs modèles qui font intervenir, Oui, d'accord. mais il n'y en a pas une qui fonctionne. Non, ce que je voulais vous dire, excusez-moi, vous avez parlé de plusieurs modules. Ouais. Chaque module a une IA, même si c'est la même. Non, justement, en fait, c'est le gros point d'attention, et merci, comme ça me permet de le répéter. Le gros point d'attention, c'est de s'assurer que l'on fonctionne de la même façon sur tout le flux qu'on met en place. On ne va pas avoir en fait des fonctionnements différents dans les différents modules. Je ne parle pas de fonctionnement. Je vous ai bien dit. Vous avez parlé de secteur. Chaque Oui. secteur a une IA. Non, justement, on va en choisir Alors un comment pour on tout le fait monde. un réseau si on n'a qu'une seule IA? Ah ben, c'est en fait les données en fait vont être similaires. Donc ça c'est pour ça qu'on a commencé par ce sujet de données. Les données doivent être prêtes avec tous les flux et l'IA en fait une IA va travailler sur toutes ces données pour donner en fait une solution à peu importe les personnes et dans peu importe le flux où ils se trouvent. Voilà. D'accord. Ben, si jamais on peut en parler parce que je vois que les autres personnes arrivent derrière, mais on peut prendre du temps ensemble. On va en discuter ensemble si vous voulez. Merci à tous. Et donc, on a le stand de Nine qui est pas très loin.